C'est l'une des plus grosses erreurs de Nintendo. Fermer la porte en 2012 à un jeu majeur qui va se vendre à plus de 15 millions d'unités, une opportunité en or. Et pourquoi ? Eh bien la réponse tient en 3 mots: contenu, religieux, questionnable. Oui, aujourd'hui on va se parler du premier jeu au monde à avoir été reclassé en moins de 16 ans parce qu'il était jugé blasphématoire. Un jeu qu'on qualifierait peut-être aujourd'hui de problématique et qui s'annonçait d'ailleurs comme un bid commercial pour ses créateurs. Et vous allez le voir, ils étaient vraiment pas au bout de leur surprise en se lançant dans le développement. Ce jeu, c'est évidemment The Binding of Isaac. On va ensemble fouiller son passé pour comprendre quel genre de cerveau dérangé a bien pu créer un truc aussi glauque et aussi comment il s'y est pris. Bienvenue dans Hall of Game. Pour cet épisode, il va falloir se remettre un peu dans le contexte de l'époque. Parce que le jeu vidéo, notamment le jeu indépendant, il était très différent il y a de ça 15 ans. En 2011, quand Binding of Isaac sort pour la première fois sur PC, il n'y a presque aucun autre jeu qui lui ressemble. C'est ce qu'on appelle le roguelite, donc ces jeux où on recommence des parties pour aller à chaque fois un peu plus loin, avec une grosse dose d'aléatoire dans les niveaux, dans les rencontres, dans les ennemis, dans les objets, dans les pouvoirs. Ce genre-là, donc, il était plutôt éteint à l'époque. Depuis, aujourd'hui, il y en a des tonnes qui ont brillé et qui se sont vendus à des millions d'exemplaires. Dead Cells, Hades, Balatro, Rogue Legacy, Vampire Survivor, tous sont d'une manière ou d'une autre des héritiers du jeu Binding of Isaac, et vous allez voir pourquoi. Dans ce jeu, on incarne donc Isaac, un petit gars tout nu qui chiale et se sert de ses larmes comme arme. Alors pourquoi est-ce qu'il pleure ? Ça, on le sait dès l'intro, parce que sa mère entend des voix et croit que Dieu lui ordonne de sacrifier son fils. Elle débarque alors dans la chambre avec un grand couteau. Isaac panique, trouve une trappe au plancher et s'engouffre dans une série de niveaux cauchemardesques. Simple, efficace. Et c'est ensuite à vous de survivre dans des donjons aléatoires où tout est nouveau d'une partie à l'autre. Les ennemis que vous trouvez peuvent changer, les salles aussi, les pièges, les coffres, l'emplacement des objets, les portes, les boss. À chaque game over, on n'a qu'une envie, relancer une game pour voir au moins sur quel objet majeur on tombera en premier. Il y a une vraie frénésie qui s'installe autour de ce jeu et je pense qu'on a été nombreux à y avoir passé des centaines d'heures dans ces premières années. Mais ce qu'on savait pas dans ces années-là, c'est qu'en coulisses, à quelques milliers de kilomètres de là, il y a 2 petits gars qui sont hyper étonnés de ce succès. Ce sont les 2 créateurs de Binding of Isaac, Edmund Macmillan et Florian Imsel. Et spoiler alert, il y en a un des 2 qui a eu une enfance assez particulière. Ce qui choque tout le monde dans Binding of Isaac à sa sortie, et ce qui va pousser Nintendo à refuser cet immense titre, c'est la thématique religieuse. Dès le titre, on l'a le lien, Binding of Isaac, c'est l'épisode du sacrifice d'Isaac dans l'Ancien Testament. Sauf que là, on réimagine cet épisode à travers les yeux d'un fils abandonné, traqué, condamné à errer dans le froid et les ombres, entouré de monstres. La force de ce jeu, c'est son univers extrêmement glauque et très graphique, où se mélangent les références religieuses, les viscères, les excréments, les monstres purulents et les thématiques liées au corps humain, à celui de la femme, aux enfants, aux nourrissons, aux fœtus. Et là vous allez me dire, le type qui a inventé cet univers a un vrai souci. Et la réponse est bah oui. Tenez, regardez, ça c'est ce que le développeur du jeu dessinait à 14-15 ans. C'est une BD qui s'appelle « Ceci est un appel à l'aide ». Et à chaque case, il y a des cadavres, des morts un peu partout, assassinés de manière très différente. Il y a même une rubrique spéciale « Que faire avec vos enfants morts ?» Et à chaque case, on apporte un nouveau concept. C'est très humour noir. La star de cette petite BD, c'est ce qu'on appelle le Dead Baby, un bébé mort. Il est très graphique, très mignon, il ressemble un peu à une peluche de chiffon, quoi. Avec les yeux en forme de croix. Je rappelle, le gars qui dessine ça a 15 ans. Et oui, on n'a pas tous eu la même adolescence, il faut croire. Et donc le créateur de cette BD un peu, limite, c'est Edmund Macmillan, le futur co-créateur de Binding of Isaac. Dans son enfance, il s'est souvent retrouvé à table au milieu de sa famille qui entretenait des débats enflammés sur la religion. Il faut savoir que dans son cercle familial, ils pratiquent pas tous le même christianisme et donc ça se tabasse joyeusement sur des détails liturgiques entre la poire et le fromage. Comment tel rite doit être exécuté, avec combien de bougies, qui a fait quoi dans la Bible et comment est-ce qu'on doit voir les problèmes de la vie courante par le prisme de la religion. Ils sont rarement d'accord entre eux et pour le petit Edmund, c'est un cadre assez difficile. Passionnant, après coup, et super inspirant pour sa créativité débordante, mais difficile. En fait, il est à la fois fasciné par les aventures incroyables qu'il entend, les récits bibliques et les interprétations, mais en même temps, il commence vite à voir les préceptes religieux comme une menace.
une menace pour ses loisirs et pour son plaisir. Lui, il adore les jeux de rôle, donjons et dragons, mais aussi les cartes à collectionner Magic, tout ça. Et le problème, c'est que c'est pas hyper apprécié par ses parents, qui y voient classiquement des loisirs négatifs, néfastes, qui lui confisquent d'ailleurs souvent. Pour eux, les cartes Magic et se prendre pour un elfe des nuits, c'est Satanas et Diabolus. On retrouvera donc plus tard dans les œuvres de Macmillan ce côté candide du petit gars passionné par les dogmes, mais martyrisé par ceux qui les pratiquent. Très vite en grandissant, Edmund va passer de la BD aux jeux vidéo, toujours en gardant son côté glauque et sordide. La première fois qu'il propose ses idées au public dans ce qu'on appelle le gaming au sens large, c'est avec une petite page web où on peut habiller une de ses célèbres représentations de bébés morts. Sur cette page, il y a des tonnes d'accessoires qu'on peut mettre à notre petite poupée de chiffon, et la page s'appelle d'ailleurs très simplement Dead Baby Dresser. En gros, le placard pour habiller notre bébé mort. Mine de rien, ça va directement l'inspirer pour un des trucs qui fera le succès de Binding of Isaac quelques années plus tard. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est le fait qu'à mesure que l'on progresse, Isaac se chope des pouvoirs qui le métamorphosent et changent son apparence niveau après niveau jusqu'à devenir méconnaissable et souvent monstrueux. Cette idée star, elle vient donc de là, du dressing pour bébé mort, développé quelques années plus tôt. Ensuite, sur la scène indé avec des vrais jeux en bonne et due forme, il va développer plusieurs trucs. Host, Triachnid, Heather, Gish, Timefcuck, tous plus barrés les uns que les autres, et souvent développés en binôme avec d'autres artistes qui partagent sa sensibilité. Ensemble, ils crachent des concepts forts, et comme souvent, c'est des idées qui émergent durant des game jams, ces fameux concours de création de jeux en temps réduit, et c'est avec l'un de ses camarades d'infortune qu'il va faire le fameux Binding of Isaac quelques années plus tard. Ce binôme de talent, il s'appelle Florian Imsel, il a 18 ans à l'époque quand il bosse pour la première fois avec Edmund, et son truc à lui c'est Flash, un vieux système d'animation idéal pour les jeux web de l'époque. Et gardez ce détail en tête, c'est important. On arrive ensuite en 2008 et là, mesdames, messieurs, premier monument d'Edmund Macmillan, Meat Boy, qui donnera par la suite Super Meat Boy. On ne va pas s'étendre plus que ça, c'est un exceptionnel jeu de plateforme et il va rendre Macmillan riche, très riche. Il n'aura plus aucun problème d'argent à partir de là, il est à l'aise, au frais, mais il veut surtout pas s'arrêter de développer des jeux parce que ça le rend vivant. Sur cette période, tout lui sourit, c'est même devenu la star du film Indie Game The Movie, et à partir de là, les projets qu'il lance, ils ont une autre saveur. Il fait plus vraiment des jeux dans l'espoir que ça se vende bien, il fait des jeux juste parce qu'il veut essayer des trucs nouveaux. Et ça tombe bien pour lui, vu qu'une grosse game jam se profile à l'horizon, elle va durer une semaine complète, et c'est là que va naître Binding of Isaac. Sur ce coup, il est donc en équipe avec le fameux Florian Imsel, qui en veut à fond et qui maîtrise super bien Flash. Le duo aborde la compétition avec un angle audacieux, faire un jeu dans un genre qu'ils ne connaissent finalement assez peu, le roguelite. À l'époque, ça court pas les rues, à part Spelunky, rares sont les jeux du genre à connaître le succès. Mais je rappelle, eux, ils s'en foutent, ils veulent pas que ça soit un carton commercial. Et le roguelite, c'est parfait en termes de game design, il y a encore tout un monde à défricher. Alors on planche et on acte. Une des grosses inspirations, ça va par exemple être Zelda et ses donjons. Macmillan, il connaît ses classiques et il se rappelle notamment que ce qui avait inspiré Miyamoto quand il développait le premier Zelda, c'était sa propre enfance. Notamment quand, tout petit, il se lançait dans ses escapades en pleine nature et qu'il voyait les grottes près de chez lui comme de véritables donjons pleins de mystères et de trésors. Vous me voyez venir, Macmillan va puiser lui aussi dans son enfance et dans tout son rapport à la religion, avec un prisme plus torturé que jamais. Au gameplay, on va vouloir aller taper dans un classique du jeu d'action des années 90, le jeu Smash TV. Vraiment, regardez les deux jeux côte à côte, c'est le même gameplay. Et puis voilà, on l'a notre formule magique, un bon level design, un bon game design, de l'aléatoire, une ambiance dégueulasse et un cadre inquiétant dopé à l'ésotérisme. La game jam se passe bien, très bien, si bien que les deux compères veulent prolonger le projet. Ils passent d'une semaine de taf à 3 mois de taf. Et alors que le jeu finit par être bouclé, un événement va venir tout changer. En fin de projet, Binding of Isaac c'est donc un exutoire, un délire ludique qui marche bien mais que le duo voit pas du tout comme un futur succès. Dites-vous que Macmillan ne veut même pas le vendre, il compte le diffuser gratuitement parce que pour lui, y a zéro public pour un truc aussi marginal, aussi outrancier et blasphématoire. En plus, je le rappelle, tout est un peu bancal côté technique. Faut préciser qu'en 3 mois, ils ont tellement rajouté de contenu que le truc déborde.
Il y a des gros ralentissements et je me souviens à l'époque de cette douloureuse sensation d'arriver dans une salle blindée d'ennemis et de voir le jeu ramer et galérer à prendre en charge mes contrôles. Vraiment, la version elle tient difficilement la route sur certaines séquences, elle est blindée de soucis. Seulement voilà, si Edmund est à l'abri financièrement grâce à Super Meat Boy, c'est pas du tout le cas de Florian. Il est fauché et pour lui c'est quand même important de voir si ce jeu-là peut se vendre. Et puis quand même, tous leurs potes de l'industrie disent que le jeu est cool et qu'il a du potentiel. Alors bon, Macmillan finit par contacter Steam, le revendeur de jeux en ligne, et pour le coup il a un cheat code implacable. À l'époque, en 2011, vous pouvez pas sortir votre jeu comme ça, en un claquement de doigts, comme aujourd'hui. D'abord, fallait envoyer une version, les gens de Steam, ils y jouaient, ils faisaient des retours, et si vous aviez passé toutes les étapes avec succès, ils finissaient par valider votre jeu, si jamais vous aviez un peu de chance. Et franchement, vu l'état catastrophique de Binding of Isaac en 2011, il aurait à peine passé les checkpoints de validation en temps normal. Mais on n'est pas en temps normal, et grâce à Super Meat Boy, Macmillan est une star. Tout ça fait que Steam ne vérifie même pas la qualité du jeu, ils lui font confiance, et Binding of Isaac finit par sortir. Le jeu commence à se vendre doucement, mais fait assez inédit, les ventes se stabilisent pas du tout, elles ne font que grimper. Macmillan et Imsul essayent de piger pourquoi ça grimpe autant, et c'est là qu'ils découvrent sur YouTube des dizaines puis des centaines de vidéos sur leur jeu. Ils sont en train de conquérir Internet avec Binding of Isaac. Et oui, on est alors des dizaines de milliers à chaque soir se rendre compte du potentiel du jeu et à l'acheter happé par un vortex qui conquiert toujours plus de monde. Pour autant, même si le produit est extrêmement bon, il y a quand même énormément de ratés. Concrètement, c'était nous, les bêta-testeurs, durant les premières semaines de sortie. Mais la réalité a vite rattrapé les développeurs et pour satisfaire les joueurs, Imsul et Macmillan bossent désormais jour et nuit pour pondre des patchs après la sortie. Au moins sur Steam, c'est en direct que les développeurs peuvent mettre en place tous ces correctifs, ça aurait coûté une blinde en temps et en argent de faire ça sur console. Mais il n'empêche que le problème principal reste inchangé, plus on rajoute du contenu et plus on met des rustines, plus le jeu est instable. Flash tire carrément la tronche. Après quelques mois de galère à stabiliser le tout, c'est champagne à volonté. Et évidemment, Isaac est un succès planétaire. Un succès qui va d'ailleurs attirer pas mal de convoitises. En 2012, le succès est donc assuré sur PC. Binding of Isaac a conquis YouTube, le streaming via Livestream puis Twitch. Mais il y a un terrain qui résiste encore, c'est les consoles. Et oui, là-dessus, il y a un éditeur qui contacte le duo et leur dit qu'il est très intéressé par le fait de porter le jeu sur Nintendo 3DS. Il veut aider l'équipe à le faire et il a ses contacts chez Nintendo. Macmillan valide le move, même s'il craint que ça colle pas trop avec l'ADN famille et très propre qui collait encore beaucoup à Nintendo. Alors l'équipe fait l'annonce comme quoi une version 3DS est en chantier, en attente de validation, et sincèrement, une version 3DS du jeu en 2012, ça aurait été un raz-de-marée. Et Nintendo en avait d'ailleurs bien besoin à l'époque. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. Parce qu'en fait, dans la foulée de la demande de validation, le jeu a été classifié pour les plus de 16 ans en Allemagne, avec marqué noir sur blanc, contenu blasphématoire. C'est une première. Macmillan pense donc que ça a fait peur à Nintendo qui a gentiment backdash en disant qu'il y avait un contenu religieux questionnable. Et à l'époque, c'était pas le genre de la maison de sortir des clous. Pour le coup, ce refus, c'est un sacré coup dur pour la marque Nintendo et pour ses joueurs, mais pour Macmillan, il s'en fout. Il dira même que ça a boosté les ventes PC quand ils ont annoncé que la version 3DS était finalement annulée. Histoire de compenser cette mauvaise nouvelle, la team met en chantier une énorme extension, Wrath of the Lamb, avec plus de 80% de contenu en plus par rapport au jeu de base. Un truc monstrueux. Et c'est marrant parce que la décision de faire cette extension, elle vient du fait que Danielle Macmillan, la femme d'Edmund, a platiné le jeu et en redemande. Et comme c'est la première fois qu'elle accroche autant au jeu de son mari, on s'exécute pour lui faire plaisir. Il y a donc de gros ajouts qui sont faits et dites-vous qu'en livrant l'extension, quelques mois plus tard, ils ont encore plein d'idées en stock. Mais le duo doit se rendre à l'évidence, le moteur tient plus du tout la route. On a beau optimiser le moindre petit recoin de mémoire, c'est à ras-bord. On pourra pas faire plus, on est bloqué. Mais dernier rebondissement, quelqu'un va leur apporter une solution. Ce quelqu'un, c'est Nicalis, un éditeur qui a surveillé de près le succès de Binding of Isaac et propose à l'équipe un tout nouveau contrat. Un remake complet pour PC et console avec du financement pour développer sur un moteur plus pratique que Flash. La condition pour que le duo accepte, c'est qu'ils doivent y greffer le jeu de base, l'énorme DLC Wrath of the Lamb, mais aussi toutes les idées qu'ils n'avaient pas pu rajouter, toute la seconde extension en gros. Tout le monde valide le projet, l'équipe s'engage et en 2014 arrive Binding of Isaac Rebirth.
Un jeu qui ironiquement finira par arriver sur New 3DS et sur Wii U grâce au pressing de 3 cadres américains de chez Nintendo qui adorent le jeu et savent à quel point le refus de 2012 était une hérésie. Mieux vaut tard que jamais. Rebirth apporte un design modifié, moins cartoon, plus rétro gaming avec des musiques remaniées très différentes de l'original. Et d'ailleurs, petite question pour les commentaires, vous préférez quelle composition vous, entre celle de Rebirth et celle de l'original de 2011. Perso, je sais pas si c'est la nostalgie qui parle, mais je trouve les vieilles compositions de Danny Baranowski bien plus envoûtantes et bien plus mystérieuses. Pour finir, Rebirth connaîtra plusieurs refontes majeures, Afterbirth, Afterbirth Plus, l'excellent DLC communautaire Anti-Birth, puis la version ultime, Repentance, qui va reprendre plein de contenu d'Anti-Birth. En même temps, ils ont embauché le dev amateur qui avait fait cette extension communautaire. Aujourd'hui, l'œuvre est incontournable, on est à plus de 15 millions de copies écoulées, sur Steam uniquement, sans compter les versions console. Et la franchise ne s'est pas arrêtée là, il y a eu une sorte de préquel de Legend of Bumbo, que j'ai pas foncièrement apprécié pour ma part, et puis à l'avenir, il y aura probablement d'autres jeux, comme l'avoue Macmillan sur TikTok en février 2025. Je peux dire avec certitude qu'il y aura éventuellement un autre jeu Isaac. Au moment où on écrit et tourne cette vidéo, il peaufine son jeu tactique d'élevage et de combat de chats, Mewgenix, qui occupe désormais tout son temps. Et ce n'est qu'après ça qu'on aura peut-être droit à du neuf sur la franchise qui a redynamisé le roguelite de Binding of Isaac. Mais sous quelle forme pour l'instant personne ne le sait. Et perso, je mise sur un jeu de tir à la 3ème personne dans l'univers d'Isaac avec du multi-coop. Le rapport, quel est le rapport? Et vous voudriez quoi pour cette suite rêvée? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le développement et les origines de Binding of Isaac, un jeu qui a inspiré toute une génération de jeux et de créateurs. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode et retrouvez-nous en vidéo ou en podcast sur YouTube et sur vos plateformes préférées. Rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Ciao!